Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de l'action Amadeus. On est sur presque le haut du range qui dure depuis 2018. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à cette action? On voit que la publication a eu lieu récemment, ouverture en gap haussier, donc ça c'est intéressant. Continuons avec l'évolution du chiffre d'affaires. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 13%, ce qui est quand même pas mal, qui est relativement élevé quand même. Voilà, 2024 se solde par une croissance d'à peu près ce niveau-là. Donc on est sur un dossier en bonne croissance organique et externe également, puisqu'on a quelques acquisitions qui ont été effectuées. Maintenant on n'a eu que 2 milliards 600 millions d'acquisitions sur le market cap de 31 milliards. Bon, c'est pas significatif non plus, ça n'a pas changé l'activité en soi, mais ça vient agrémenter une croissance qui est déjà plutôt bonne. On continue avec l'évolution des taux de marge. Le taux de marge brut chez Amadeus est relativement stable autour des 44%. Il en va de même pour le taux de marge d'EBITDA, on est autour de la médiane à 38%, ce qui est un niveau élevé en absolu. Donc en fait on n'a quasiment pas de dépenses opérationnelles, parce qu'on est très proche du taux de marge brut. Et le taux de marge net aussi est très stable autour des 20%. Alors comment est-ce qu'on explique le creux ici? Amadeus c'est lié au secteur aérien et donc au secteur du tourisme, et donc ici c'est la phase pandémie, donc évidemment ça a impacté. Et ce qu'on voit c'est qu'en fait on est revenu après sur les niveaux d'avant, donc c'est très bien, c'est-à-dire que le management est très bon, a réussi à rétablir la profitabilité de l'activité, donc on est sur une entreprise de qualité. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Comment est-ce que c'est obtenu? Alors on a un BFR qui est négatif. Est-ce que la variation du BFR est favorable? Bof, elle est plutôt stable en fait, on n'a pas de changement sur le BFR sur la période étudiée. Est-ce que c'est parce que on dépense moins en capital? Oui, et beaucoup moins d'ailleurs. Les dépréciations et amortissements ont cumulé c'est 15 milliards 500 millions contre 3 milliards de capex. Donc là, étrange, c'est-à-dire on arrive à faire de la croissance sans dépense en capital. Peut-être que en fait on est bon, je vais faire une théorie, mais comme on est sur une activité logicielle, puisque c'est le logiciel de réservation aérienne, on est sur une activité qui a plus besoin de dépenses en capital, vu que le produit est mature, et donc maintenant on récupère les investissements, et donc en fait on récupère via des dépréciations et amortissements des free cash flow élevés, tandis que les bénéfices nets sont moitié moindres que les free cash flow. Donc là vous avez une bonne explication de la différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Il doit y avoir aussi des other non-cash items, voilà, il y en a un petit peu, mais vous n'avez pas toute la différence. Allez dans les tableaux de trésorerie pour comprendre d'où ça vient, et nous, pour être plus juste, on utilisera les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. On continue avec la rentabilité opérationnelle en termes de rendement des capitaux investis. On est sur la médiane à 15,5, ce qui est une bonne rentabilité. Si on compare à la croissance, on est à peu près au niveau, voire légèrement au-dessus de la croissance. Donc ça veut dire que l'entreprise est en capacité de s'autofinancer et de dégager un excellent cash relativement correct, je pense. On va regarder la dette nette. On est sur un endettement net qui est à hauteur de 1 fois l'EBITDA, donc pas de sujet sur la dette, on peut la rembourser rapidement. On voit qu'elle est sur une trajectoire qui est baissière, cette dette-là, mais on pourrait rester à ce niveau-là sans trop de soucis et prioriser autre chose dans l'allocation du capital. Donc le bilan est solide, 1 fois l'EBITDA en dette nette. On continue avec la rémunération des actionnaires. On est sur un dividende de 550 millions à peu près qui est versé. C'est pas très, c'est 2%, moins de 2% de rendement du dividende. On est sur un quart des free cash flow versés en dividende, donc là le payout ratio est faible, on pourrait l'augmenter largement ce dividende. On voit qu'il y a des rachats d'actions qui sont effectués, à voir en fonction de la valorisation, on va regarder ça après. Le rendement de l'actionnaire calculé par Coifin est à 2,85%. Je pense que c'est ça, ouais, à peu près, avec les rachats d'actions qu'on a ici. Donc finalement, et je pense que même si le payout ratio est faible, en fait c'est que le management privilégie les rachats d'actions. Mais attention, il n'y en a plus depuis l'été 2024. Donc à voir ce qu'ils disent par rapport à ce sujet. S'ils arrêtent les rachats d'actions, ils pourraient quand même monter un peu plus le dividende. Bon, le rendement de l'actionnaire est toutefois intéressant à ce niveau-là. Et bien sécurisé du niveau des free cash flow. La valorisation du groupe, maintenant, vu qu'on a un peu de dette, on va se mettre en valeur entreprise sur EBITDA. On est sur la médiane à peu près, on est sur la médiane. En absolu, c'est assez cher payé, valeur entreprise sur EBITDA de 15.
On est sur un dossier qui a quand même une croissance assez élevée, donc ça peut se justifier ce niveau de valorisation. Maintenant, la croissance, si on regarde le profil de la croissance, on voit que ça décélère depuis. Donc il y a eu un rattrapage post-pandémique, mais depuis 2023, on décélère quelque peu sur la croissance. On va revenir, je sais pas si on va revenir, on revient au niveau de ce qu'il y a eu avant la pandémie. Donc bon, est-ce que ça justifie une valorisation à ce niveau-là? À voir. Si on projette l'EBITDA avec les next 12 months, on est légèrement moins valorisé par le marché, ce qui reste un niveau relativement élevé. Donc conclusion du dossier Amadeus, il n'y a pas de niveau, il y a pas de marge de sécurité à ce niveau, sauf si il y a une accélération de la croissance, mais ça moi j'en sais rien, à vous de voir par rapport à votre analyse du secteur et de l'entreprise. En instantané, moi je dirais qu'on pourrait quand même attendre un repli sur le cours pour se positionner. Il faudrait attendre peut-être 15% de repli pour dégonfler un peu le multiple et pour avoir une marge de sécurité sur Amadeus. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.